Bonsoir à tous. Je suis content de voir qu'il y a encore 2-3 personnes debout. Moi, je me suis endormi dans le métro en arrivant. Moi, je travaille de manière hyper pragmatique sur des projets urbains, et notamment sur les zones stratégiques qui ont été définies par le gouvernement, et notamment des grosses zones comme, par exemple, la gare du Midi, la cité administrative ou la zone Reyers. Pour vous parler en 14 minutes de ces zones, c'est très très difficile, et donc j'ai choisi un fil conducteur. C'est un vieux sujet dont on parle depuis très longtemps dans les milieux d'urbanisme, et en particulier à Bruxelles. C'est la question de la mixité fonctionnelle. Alors c'est un tout petit détail, c'est un bout de la lorgnette pour aborder des sites qui sont en devenir et qui sont fortement discutés pour l'instant. Donc la mixité fonctionnelle, rappel des épisodes précédents. Qu'est-ce qu'on a dit sur la mixité fonctionnelle? Alors dans les années 30, le bonhomme qui est là en bas à droite, qui s'appelle Le Corbusier, et ses amis, à l'occasion de la charte d'Athènes, se sont dit, les fonctions urbaines, il faudrait mieux les séparer. On habiterait dans un coin, on travaillerait dans un autre coin, on irait se divertir ou consommer dans d'autres coins. Ça a fonctionné et ça a déterminé le développement des villes à partir des années 30, mais surtout à partir de la reconstruction après la guerre. Et dans les années 50 et 60, à Bruxelles, on a été très très fortement marqué par les préceptes du fonctionnalisme. Et l'endroit le plus remarquable en matière de fonctionnalisme, c'est la cité administrative de l'État belge. Comme vous le savez, la cité administrative de l'État, comme l'État est en déliquescence et que les compétences de l'État ont été données aux régions, les ministères de l'État ont eux-mêmes été régionalisés. Résultat des courses, cette barre s'est vidée, a été vendue à des promoteurs, et aujourd'hui, les pouvoirs publics et les promoteurs, alors on ne sait jamais si c'est le promoteur d'abord ou le pouvoir public d'abord, grande question urbaine, essayent de penser son devenir. Et là, justement, la question de la mixité fait son apparition, puisque cet endroit avait été conçu comme un endroit totalement monofonctionnel. C'était un endroit où on travaillait, donc les gens habitaient en banlieue, venaient en voiture, se garaient dans un immense parking de 2000 places sous une dalle et allaient travailler dans ces bureaux. Aujourd'hui, on se dit que ce morceau de ville est intéressant d'un point de vue architectural, d'un point de vue patrimonial, mais d'un point de vue mixité des fonctions, c'était pas le top, et qu'il faudrait donc essayer de réintroduire de nouvelles fonctions. La région de Bruxelles-Capitale, dans sa grande sagesse, en collaboration avec la ville de Bruxelles, a réalisé un schéma directeur qui dit qu'une partie du site doit être reconvertie en logement. Se pose donc la grande question de la reconversion des immeubles de bureaux en logement, ce qui n'est pas évident du tout. Deuxième épisode, dans le Previously, c'est la vision postmoderne. Donc après les années 60, les postmodernes, et on va les symboliser à Bruxelles par notre ami René Schoonbrood, qui est ici en bas à droite, se sont dit non les gars, séparer les fonctions, ça avait une certaine logique, mais ça pose toute une série de problèmes, notamment en termes de mobilité. Et donc nous, on se dit, et d'animation, donc on comprend tous très bien que les quartiers 100% bureaux, après 5 heures, ils sont mortifères, et les quartiers résidentiels, pendant toute la journée, ils sont sordides. Donc, essayons de mixer les fonctions, et la ville, l'archétype idéal, c'est la ville du Moyen-Âge, où on avait à la fois dans le même immeuble un atelier, un lieu de vente et des logements. Et souvent, c'était même d'ailleurs l'artisan qui habitait aux étages. C'est un petit peu une image d'Épinal. Et puis, il y a une troisième voie. Si on était social-démocrate, on parlerait de troisième voie, mais disons qu'un truc qui a l'aspect du modernisme, mais qui a en fait été un peu postmoderne. C'est la tour Martini, qui n'existe plus maintenant, qui se trouvait sur la place Rogier, et qui avait tout de l'immeuble fonctionnaliste, c'était une tour sur une dalle, etc., mais qui avait en son sein des logements, des bureaux, un centre commercial et un centre culturel, et non des moindres, puisque c'était le Théâtre National. Alors, aujourd'hui, tout le monde, en tout cas c'est le lieu commun, tout le monde dit qu'il faut de la mixité fonctionnelle, et c'est vrai. Mais maintenant, la question que moi j'aimerais vous reposer, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on veut de la mixité fonctionnelle? La première chose, c'est ce qu'avaient identifié les postmodernes, c'est qu'il faut de la mixité fonctionnelle parce que le fait que tout le monde habite à un endroit et travaille à un autre endroit engendre des flux. Et ces flux sont de plus en plus importants et de plus en plus difficiles à gérer. Et sont eux-mêmes inducteurs de nuisances. Je ne vais pas vous faire un dessin. Alors, la ville du Moyen-Âge avait l'avantage, puisque tout le monde habite et travaille au même endroit, on va limiter les flux. C'est un petit peu de l'image d'Épinal dans la mesure où la mobilité résidentielle est de plus en plus importante, on déménage très souvent, de plus en plus souvent, et la mobilité des jobs est de plus en plus rapide aussi.
C'est très très rare de rentrer à 25 ans dans une boîte et de quitter cette boîte à 65 ans, ce qui était encore le cas il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, on change de boulot très très rapidement et très souvent. Donc en fait, on ne diminue pas les flux, mais on les multiplie et on en multiplie les directions. Alors, première carte intéressante, et c'est la deuxième raison pour laquelle on aime la mixité fonctionnelle, c'est que la mixité fonctionnelle permet d'animer l'espace public. En fait, on n'aime pas la mixité fonctionnelle pour la mixité fonctionnelle, mais on aime son effet induit. Et son effet induit, c'est qu'elle va permettre de multiplier les points de contact entre le bâti et l'espace public. Alors pour m'expliquer, voici une petite carte qui a été réalisée à partir d'études d'une part de Guy de Stegen, Arcis, et de l'ADT, donc l'agence pour laquelle je travaille. Chaque fois que vous avez une petite barre, un petit point rouge, c'est un point de contact entre le bâti et l'espace public. Par exemple, une porte d'entrée d'un immeuble. Par exemple, une vitrine commerciale. Par exemple, l'entrée d'un équipement. Par exemple, une toilette publique. À chaque fois qu'il y a un contact entre un bâtiment et l'espace public. Vous voyez que dans les îlots traditionnels, voilà, ici on est avenue Fonceny, on est du côté de la gare du Midi. Avenue Fonceny, vous voyez qu'il y a plein d'entrées de maisons et plein de commerces et que donc il y a plein de contacts entre le bâti et l'espace public. Voilà, on est dans une rue normale, animée normalement, rue de Mérode, etc. Et puis vous voyez qu'il y a certains autres blocs où on a un problème, visiblement. Où on a un bâtiment qui fait tout un bloc avec une seule entrée. Vous voyez ici, c'est un des bâtiments les plus connus puisque c'est la tour du Midi. Vous voyez qu'il y a l'entrée de la tour du Midi. Et vous pouvez faire tout le tour du bloc, passer devant la fontaine de Mouscal, etc. Et vous ne verrez aucune autre entrée, même pas de livraison. C'est, en termes d'animation de l'espace public, totalement catastrophique. Et donc quand nous, on essaye de repenser, en tout cas de mettre en évidence des enjeux pour le développement du quartier Midi, en l'occurrence, puisque c'est l'exemple que je vous montre ici, c'est une des choses qu'on met en évidence. On dit il faut essayer de multiplier les fonctions pour multiplier les points de contact entre le bâti, et donc les passages, les lieux de passage, les lieux de contact, les lieux de contrôle social, à n'importe quel moment de la journée. Un jour, j'étais à Londres, j'avais été à Canary Wharf, donc c'est le quartier des affaires sur les anciens docks à Londres, un dimanche après-midi. Donc a priori, il ne devrait y avoir aucune animation. Eh bien, il y avait des flux de personnes hallucinantes. Je reviens à Bruxelles, et c'était à se flinguer, quoi. Il n'y avait aucun commerce ouvert. C'est tout juste qu'il n'y avait pas un buisson qui volait comme dans les films de Clint Eastwood. Donc, donc ça ne va pas, évidemment. Et donc, si on veut, par exemple, faire en sorte que ce soit un tout petit peu agréable de sortir à la gare du Midi et d'aller au centre-ville, finalement il n'y a jamais qu'un kilomètre, 1,3 km entre la sortie de la gare et la Grand Place, mais qui a envie de faire ça, quoi? Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. C'est tout à fait sordide parce qu'il n'y a aucun contact entre le bâti et l'espace. Et si vous multipliez les cellules commerciales le long des quadrilatères en dessous de la jonction Nord-Midi, et si vous multipliez les points de contact à la sortie des immeubles de bureaux, par exemple en mettant bêtement des commerces au rez-de-chaussée, il n'y a même pas de commerce au rez-de-chaussée, vous allez animer l'espace public. Voici une carte rigolote, parce qu'originale, faite par Suède 36. C'est dans le cadre du contrat de quartier Saint-Lazare. Donc le boulevard Saint-Lazare, c'est un des pires endroits de Bruxelles. Donc, le vraiment pire endroit de Bruxelles, c'était la gare du Midi juste avant. Mais le deuxième pire, c'est le boulevard Saint-Lazare. C'est entre le bout de la rue d'Arscott, je ne sais pas si vous voyez, et la petite ceinture. Donc c'est un boulevard à au moins 6 bandes. On ne sait pas très bien par où on doit aller. Donc l'idée, c'est de refaire ce boulevard, de réduire le nombre de bandes de voitures, où il y a d'ailleurs presque pas de voitures, élargir les trottoirs, faire de l'animation. Mais donc Christophe Mercier, pour Suède 36, a identifié les murs aveugles. Tous les endroits où il y a juste un mur de verre, ou même carrément un mur, et donc où il est tout à fait insécurisant et pas du tout agréable de se promener. Et donc vous voyez que dans le quartier ici, on multiplie les murs aveugles. En voilà un, par exemple. Et voici un exemple positif. C'est la Blue Tower avenue Louise, que vous connaissez tous. C'est une tour qui a toujours été une tour de verre, je m'enferme dans ma tour de verre. Et tout d'un coup, il y a un exquis qui occupe le rez-de-chaussée avec une petite terrasse. Alors, je suis pas en train de faire de la pub pour Exquis ou pour les chaînes franchisées, mais en tout cas, ça anime totalement l'espace public et ça donne un tout petit peu de vie, en tout cas sur une des faces de la Blue Tower. La mixité urbaine engendre du trafic. Je l'ai dit, et les promoteurs l'ont compris depuis fort longtemps, puisque Dexia, enfin le Crédit Communal dans le temps, a
invité gratuitement la médiathèque à s'installer dans le passage 44, pas parce qu'ils aiment la culture et qu'ils ont la main sur le cœur, ce qui était un peu vrai du crédit communal, mais surtout... Mais voilà, maintenant c'est terminé de toute façon, et la médiathèque est priée de partir, mais dans le passage 44, l'idée était de mettre la médiathèque dans un coin pour générer du trafic. Évidemment, le promoteur se retrouvait sur les cellules commerciales qui étaient à côté de la médiathèque et qui, elles, devaient payer un loyer d'autant plus important que le trafic des piétons était important. Quand on parle de mixité urbaine, c'est important de savoir à quelle échelle on travaille. Voilà de nouveau la gare du Midi. Donc la gare est ici, la petite ceinture est ici et la Grand Place est ici. Alors, ceci, c'est une carte qui montre le logement. Donc, chaque fois que vous avez du rouge, c'est qu'il y a du logement. Et donc, quand il y a des mauvaises langues qui disent, regardez, la gare du Midi, ça va pas, c'est sordide, il n'y a pas assez de mixité urbaine, il n'y a pas assez de logements. Faux! Il y a plein de logements. Mais le problème, c'est qu'il y a de la mixité fonctionnelle à une large échelle, l'échelle du quartier. Il y a plein de logements, il y a même plus de logements que n'importe quoi d'autre. Mais, quand vous vous intéressez à l'échelle de l'îlot, donc le bloc d'habitation, vous vous rendez compte qu'il y a des îlots où il y a une très très grande mixité, ici, et puis vous vous rendez compte qu'il y a des îlots où il n'y a plus de mixité du tout. Et là, ça commence à devenir problématique. Et la troisième échelle d'analyse, c'est l'échelle d'analyse du bâtiment. Et donc, nous on dit qu'on réussit une ville si on arrive à faire de la mixité fonctionnelle à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'îlot et à l'échelle du bâtiment. Et du bâtiment, c'est pas facile du tout. Tous les promoteurs vous disent que c'est impossible. À la limite des commerces au rez-de-chaussée, ça c'est encore possible. Mais alors mettre une couche de logement et puis une couche de bureau ou une couche d'hôtel, ça c'est impossible. En tout cas, c'est impossible à Bruxelles. Je reviens, cet après-midi, j'étais à Rotterdam. J'étais dans un hôtel, justement, où il y avait un hôtel jusqu'au 6e étage et puis au-dessus, c'était des bureaux. Et en dessous, c'était un casino. Et la tour que j'étais visiter à côté, c'était 250 logements, X milliers, j'ai oublié, de mètres carrés de bureaux, plus du retail, etc. Donc, dans les autres pays, c'est possible. Je ne sais pas s'il faut être protestant, je ne sais pas ce qu'il faut être, mais dans les autres pays, c'est possible, mais pas chez nous. Il me reste 1 minute 50 juste pour vous parler d'une troisième zone à enjeu, c'est la zone Reyers. La zone Reyers, c'est vraiment une zone qui va bouger, si vous lisez la presse, parce que la VRT et la RTB se posent des questions existentielles quant à leur devenir. Vont-ils rester sur le site? Leur bâtiment, dans la grande barre qui abrite et la VRT et la RTB, est complètement obsolète. Donc ils doivent penser à se relocaliser. Alors vont-ils se relocaliser sur Reyers? Vont-ils retourner à Flagey? Je ne pense pas. Vont-ils aller ailleurs en région bruxelloise? Trouver taxi, gare du Midi, que sais-je, quartier nord? Vont-ils aller ailleurs pour la VRT à Vilvoorde, à Malines, etc. Et nous on dit non, vous devez rester sur Reyers les gars, parce qu'on va faire un truc génial sur Reyers, on va développer une cité du média. Et la cité du média, elle va avoir un double intérêt. Elle va offrir à Bruxelles, qui est déjà une ville de médias, une ville extraordinairement de médias, on ne le sait pas assez, il y a énormément d'entreprises médias, des très grosses évidemment comme la VRT, la RTB, RTL, etc. Mais aussi ARD, etc. Mais il y a aussi des toutes petites entreprises de quelques personnes, voire une personne, qui travaillent dans le secteur du média, de la publicité, de l'entertainment, etc., qui fonctionnent en réseau, qui ne sont pas encore assez réseautés, et qu'on pourrait mettre ensemble pour créer une cité du média et du multimédia. Et le média, ça fait vivre le résidentiel. Et le résidentiel, vendu à des promoteurs, ça fait vivre la RTB et la VRT, qui, eux, se disent comment est-ce que je vais arrondir mes fins de mois. Et donc voilà. Et c'est le petit exemple de benchmarking, c'est Manchester, où les promoteurs ont développé une cité du média, avec des chaînes de télé, etc. Mais se sont dit aussi, on va développer du résidentiel, et notre pub, ça va faire « Make your home at Media City ». Et donc, ça veut dire que le fait qu'il y ait une cité du multimédia valorise le résidentiel. Le fait qu'il y ait beaucoup de résidentiel pour les brancher valorise aussi la cité du multimédia. Voilà. Et quand on dit mixité urbaine, on peut penser mixité urbaine de 1000 façons différentes. On peut l'imaginer sur un seul quartier. Voilà les différentes manières de mixer deux fonctions. Je vous remercie sur cette jolie image de Powakatsi, pour ceux qui ont aimé Philippe Glass dans les années 80. Je vous remercie.